Le CETA, le Mercosur. Ah oui, ouais, là ça va, tu me reviens sur des terrains qui sont plus les miens. Parce que on te voit sortir les rames depuis tout à l'heure. Bon, alors. Comme tu as vu le niveau auparavant, tu as décidé de me faciliter la vie. Bon, bah tu vois. C'est reculer pour mieux sauter. Hein. D'accord. Mais comme on parlait de l'agriculture, bah tu vois, là on est en plein dans le truc. On te fait un projet de loi agriculture, on te dit qu'il faut monter en gamme, les agriculteurs vont monter en gamme, qu'on va leur garantir du revenu et ainsi de suite. Et en même temps, puisque en même temps s'impose, on te signe le Mercosur, enfin c'est pas encore fait mais ça va se faire, où on te dit qu'il y aura 90 000 tonnes de viande qui seront importées. Bon, bah déjà c'est un gros trou dans la raquette, quoi. Et ensuite, on pose la question dans l'hémicycle au ministre, mais est-ce que vous pouvez nous garantir que la viande, les bœufs sur place ne seront pas nourris aux farines animales? Silence du ministre, il ne répond pas. Est-ce que vous pouvez nous garantir que les bœufs sur place ne seront pas nourris aux farines animales? Il ne répond pas. On lui pose 3-4 fois la question, 3-4 fois silence. C'est une réponse. Et tu as le rapporteur qui finit par dire « Oui, vous comprenez bien, on ne peut pas contrôler ce qui se passe là-bas. » Je veux dire, c'est une grosse quenelle qui est mise aux agriculteurs. Parce qu'il est évident que ça va faire chuter les cours, c'est une évidence, et c'est aussi ce qui est mis aux consommateurs, parce que les consommateurs français ont quand même fait le choix jusqu'ici de refuser les farines animales, mais on te les fait rentrer par la fenêtre, quoi. Donc voilà, en tout cas, moi je crois que tous les accords de libre-échange aujourd'hui sont une machine à arrêter l'histoire. Oui, c'est-à-dire que l'histoire, elle pouvait aller dans le bon sens. On pouvait avoir en France, jusque dans les années 70, du progrès social, du progrès fiscal. On aurait même pu avoir du progrès environnemental, tu vois. Et à partir du moment où on instaure le libre-échange, on instaure la course vers le bas. Et ça, si tu veux, nous, on a avancé dans cette histoire-là en étant dans le brouillard, pas pleinement conscient. Et puis, ils faisaient tout pour nous aveugler avec c'est la paix, c'est le multiculturalisme, c'est tout ça. Alors que les dominants, ce que tu as appelé la upper class mondialisée tout à l'heure, ils avaient tout à fait conscience de ça. Je me souviens de Gary Becker, donc un prix Nobel d'économie, mais en version ultra libérale, qui dit, bon bah voilà, le libre-échange, ça sera la meilleure manière de diminuer les droits sociaux et de diminuer les normes environnementales. Et c'était intéressant qu'en 2 phrases, ce gars fasse le lien entre les deux. C'est évident qu'il y a un lien entre les deux et qu'aujourd'hui, on a cette difficulté, c'est quand on veut restaurer du progrès social, de la justice fiscale ou des normes environnementales, eh bien, en permanence, la réponse qui est en face, c'est compétitivité, compétitivité. Vous allez nous faire perdre en compétitivité. Donc, c'est une machine à arrêter l'histoire. Les fous ont pris le contrôle de l'asile. Et c'est aussi une machine à arrêter la démocratie. Les fous, ils sont quand même bien conscients de leurs intérêts. Il n'y a pas une forfaiture à l'Assemblée nationale? Bon, ça, c'est pas une forfaiture à l'Assemblée nationale. C'est un quotidien de forfaiture. Est-ce qu'on sort comment on appelle ça? La faucheuse, la guillotine? Moi, tu sais, quel est le rôle de la violence dans l'histoire? C'est ça que tu poses comme question ou pas? Non, pas du tout. Bon, c'est quoi alors? Est-ce qu'on leur coupe la tête? Ça c'est bien de la violence quand même. Non, ça s'appelle se faire justice. Ouais, bon, moi en tout cas, ça me semble aujourd'hui relativement inutile. C'est archaïque. Ce qui m'intéresse, c'est il faut avoir un niveau, il faut avoir la masse avec nous. Tu vois, si jamais tu n'as qu'une avant-garde éclairée, c'est cuit. C'est cuit. L'avant-garde, c'est comme une locomotive, elle doit entraîner derrière elle des wagons. Si elle ne regarde pas, si derrière elle, elle entraîne des wagons, elle va dans le mur. Nous, on peut avoir, si on n'a pas les gens avec nous, comme on n'a pas l'argent, on n'aura rien. Donc, il faut qu'on ait les gens avec nous. Et si on ne regarde pas, si en permanence derrière nous, on a accroché des wagons avec des gens à l'intérieur, on est foutu. Dans mon film Merci Patron, il y a un moment, le commissaire, l'ancien commissaire des renseignements généraux vient dire mais ce sont les minorités qui font tout. Et en fait, il est beaucoup plus gauchiste que moi. Réaliste. Hein? Ou réaliste. Non, je pense qu'il se trompe. La minorité riche. Ouais, la minorité riche, c'est vrai. Mais ceci dit, même la minorité riche, elle fait bien attention de raccrocher des wagons derrière elle. Et sinon, elle ne gagnerait pas aujourd'hui aussi. Graisser des pattes? Pas seulement, mais je pense qu'elle sait y faire, tu vois. Et lui, il parlait pas de ça. Les minorités dont il parlait, c'était les minorités agissantes, c'était les minorités activistes. Mais je pense que c'est trop gauchiste. Parce que il faut vérifier
si la minorité, elle part toute seule, elle se désolidarise du reste et en fait, elle n'arrive à rien. Et donc, en permanence, il faut se demander comment on fait pour ne pas agir tout seul. Et c'est toute une difficulté de ne pas y aller tout seul, mais de bien vérifier qu'on a les gens ou des gens avec soi, quoi. C'est pas ce que font les Italiens en ce moment? Je crois que c'est le bordel en Italie quand même, non? Mais en tout cas, c'est pas par ce canal-là que j'irai. Moi, j'y vais par un canal où, tu sais, ce qui est au cœur du triptyque républicain, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est l'égalité. Et cette égalité, c'est ce qui est le plus oublié, la valeur qui est la plus, pour moi, piétinée et oubliée aujourd'hui. C'est celle que je veux remettre en notre cœur. J'ai interrogé un épidémiologiste qui s'appelle Richard Wilkinson, qui a écrit un bouquin vraiment formidable, c'est pourquoi l'égalité est meilleure pour tous. Et il démontre statistiquement que dans les pays où il y a plus d'égalité, les gens vont mieux, mais y compris les riches vont mieux. Pourquoi ? Parce que les inégalités sont facteurs de stress. Vous sortez de chez vous et vous voyez des gens qui ne vous ressemblent pas, soit parce qu'ils sont SDF, soit parce qu'ils sont super riches. Et en fait, en permanence, vous devez vous situer dans cette échelle-là, vous valoriser, c'est ce qu'on appelle la rivalité ostentatoire, avoir le sentiment que l'autre n'est plus vous, n'appartient plus au même monde que vous. Et en fait, ça, c'est générateur de stress. Évidemment, c'est bien plus générateur de stress chez les dominés que chez les dominants. Mais ça produit du coup des maladies cardiovasculaires, ça produit des tas de troubles. Et il montre, Richard Wilkinson, à partir de graphiques, il n'est qu'un analyste statistique quasiment. Il montre que dans nos pays, ce n'est plus l'augmentation du PIB qui fait le plus de bonheur. Qu'avec l'augmentation du PIB au sein de nos pays développés, on ne parle pas des pays africains, on ne parle pas des pays asiatiques, là, on parle bien au sein de nos pays développés, ce qui fait la différence, ce n'est plus le revenu par tête, mais c'est le niveau d'égalité au sein de ces pays. Donc il faut qu'on en prenne conscience et de se dire que voilà, la manière dont on peut progresser dans nos sociétés aujourd'hui, c'est en restaurant un plus haut niveau d'égalité. Et donc ça pose toutes des questions qui sont aussi celles de la croissance et de la décroissance, par exemple. Parce que se dire que ce n'est plus l'augmentation du PIB qui fait le bonheur, et on le voit bien, sur les pays les plus développés, les États-Unis sont hyper riches par tête, et c'est un pays où tu as un taux de détenus par habitant qui est colossal, un taux de suicide qui est important. Mais oui, mais ils ont plein de pognon, mais tu vois, ça ne résout pas le problème. Un taux d'obésité, un taux de... Toutes les maladies sont hyper fortes là-bas, et... ils sont au fond plus malheureux. Donc, mais ils propagent ça partout dans le monde, le rêve américain. C'est un problème d'ailleurs. Tu vois, tu as un espèce de paquebot. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme si, idéologiquement, on parlait de 2005, mais le paquebot, il a commencé très largement à tourner. Ça fait plus rêver. Aujourd'hui, on était à 55% en 2005 contre ce traité constitutionnel, contre la concurrence libre et non faussée, contre la libre circulation des capitaux et des marchandises. Et pourquoi ils ne nous reposent pas la question ? Pourquoi jamais ils ne nous reposent la question et pourquoi jamais ils ne nous la reposeront? Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, on ne serait plus à 55%, on serait à 65%. Ce projet-là, il est mort chez le peuple. Il est mort dans les têtes. Et pourtant, ils continuent à le faire avancer. Tu vois? Et ça fonctionne. Et ça fonctionne non pas par adhésion, mais ça fonctionne par apathie. Et donc, comment on sort de ça? Eh bien, il faut retrouver le chemin d'une autre espérance. Il faut être capable de passer du non 2005 à un oui pour bientôt. Comment tu vas faire? Comment je vais faire? Moi, j'espère pas être tout seul. Tu vas faire des calendriers, tu vas faire des petites manifestations, tu vas faire quoi? Tu sais, les manifestations, il faut trouver... Moi, je cherche en permanence le truc qui va combattre au quotidien l'indifférence. Mais ouais, tu vois. Ouais, mais tu sais, c'est un dur combat, la glaise de l'indifférence. C'est Gramsci qui parlait de ça. Comment tu as l'impression de t'enfoncer dans un bourbier, d'être dans un marécage. D'ailleurs, tu vois... c'est mon côté digression qui te fait marrer, c'est ça. Mais je fonctionne que par digression. J'ouvre des paroles. Alors, je te prépare la prochaine question, glyphosate. Vas-y, continue. D'accord. Mais donc, on forme parfois un tandem avec Frédéric Lordon. Ouais. D'ailleurs, on lui passe le bonjour, monsieur qui fait sa star. Bon. Et donc, et si tu veux, par exemple, je me souviens au moment de Merci Patron, moi, je suis un reporter. Ça veut dire que je suis enlisé dans la désespérance quotidienne des gens. Oui. Je vois des gens qui vont pas bien. Je vais rencontrer des gens qui vont pas bien, qui m'expliquent leurs problèmes et ainsi de suite. Et je suis dans la gadoue là-dedans, tu vois. Et c'est contagieux. Tu finis toi aussi par patauger, par te sentir, tu vois, putain, qu'est-ce qu'on peut faire? Et t'as Lordon qui lui voit pas comment ça patauge, tu vois, qui vient pas te patauger avec toi, qui du coup débarque
en te disant, bah voilà l'horizon et machin. Et tu dis, putain, mais il est barge ce mec, quoi, c'est pas possible. Et en fait, c'est un soulagement. Parce qu'il t'arrache. Plus barge que toi. Il t'arrache, non mais, il t'arrache à ta gadoue et il vient te porter vers autre chose. Bon, bah, des moments, tu as besoin de ça, même si tu sais que c'est pas cohérent avec le réel. Tu sais, c'est la pire phrase, c'est comme ça. C'est-à-dire la tautologie, le ça qui renvoie au ça, et c'est comme si on pouvait plus en sortir, comme s'il y avait un espèce de cercle vicieux, de serpent qui se mord. Bois un coup parce qu'on t'entend plus là. Quoi? Bois un coup, on t'entend plus, t'as un chat dans la gorge. Donc, c'est ces trucs, un chat est un chat, un sou est un sou, mais c'est la réalité. La réalité, c'est la réalité, tu vois? Le réel, c'est le réel. Et comme si tu pouvais pas sortir de ce réel-là. Comme si, en gros, jamais ça n'avait été autrement, nulle part ailleurs ce n'est autrement, et jamais dans l'avenir ça ne sera autrement. Eh ben, nous, il faut qu'on s'appuie sur tous les cas où auparavant ça a été autrement, ailleurs c'est autrement. Okay, alors comment tu vas faire avec des gens qui sont abrutis toute la journée par des séries de merde, avec des telenovelas de merde, avec un quotidien de merde, avec une bouffe de merde, qui sont pas informés, qui ont un accès à l'information de plus en plus restreint, qui n'ont pas le temps de s'informer, qui ont des problèmes avec Bobonne, qui ont des problèmes avec les gamins, qui ont des factures à payer. Tu fais comment pour les sortir de leur torpeur et de leur catatonie émotionnelle ou de leur catatonie citoyenne? Tu sais... tu fais comment tu fais comment concret, ouais, concret. Je te dis, le problème, il est pas... Tu places ça sur le problème, sur un plan cérébral et sur le plan de la conscience et sur le plan de est-ce qu'ils sont assez informés. Mais les gens sont assez informés. Oui, les gens ont déjà tranché. Est-ce qu'ils comprennent l'économie? Mais oui, ils la comprennent. S'ils la comprenaient, il y aurait une révolution demain. Mais attends, ils la comprennent l'économie. Et la preuve, c'est que sur le traité constitutionnel européen, tu avais 80% des ouvriers qui ont voté contre, tu avais 71% des employés qui ont voté contre, 67% des chômeurs qui ont voté contre. Donc tu avais un vrai vote de classe. Ça prouve que les gens ont compris le lien entre leur situation et ce type de texte-là. Et demain, si les mêmes questions étaient posées, on aurait un vote de classe qui serait encore plus prononcé. Donc les gens ont compris. Le problème n'est pas de comprendre, le problème est d'espérer. Le problème, c'est d'avoir un chemin qui te dit que tu peux sortir de ce c'est comme ça. Quel est le cap? Ben, il n'est pas évident à tracer. C'est il n'est pas évident à tracer. C'est un tel nouveau monde à inventer que oui, moi je suis plus doué pour le petit pas, tu vois, et de faire que moi déjà, il y ait des gens qui aient confiance en ma parole, qui aient confiance dans ce que je porte. Je suis plus l'homme des petits pas que l'homme du grand horizon, et peut-être que c'est avec Frédéric Lordon qu'il faut voir quel est le grand cap. Moi, je pense qu'aujourd'hui... On a touché tes limites, là? Hein? On a touché tes limites? Je veux dire, c'est pas mes limites, tu touches l'une de mes limites, mais mes autres limites sont nombreuses, et tu as par exemple pu le voir sur la politique internationale. Et je ne me considère pas comme quelqu'un d'intelligent, tu vois. Je me considère... Opératif, tu es. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu fais. Peut-être, ouais. Bon, je pense qu'avant de faire, il faut quand même avoir pensé un petit peu ce que tu vas faire. Mais en effet, j'essaye de faire.